Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première émission consacrée au numérique et réalisée par l'espace numérique de la ville de Meudon. Pour cette première édition, nous avons le plaisir de vous accueillir dans le cadre de l'événement national La science se livre, l'occasion de développer ou d'enrichir vos connaissances scientifiques avec des spécialistes. La thématique de cet événement cette année est l'infiniment grand et l'infiniment petit, une ouverture magique vers le ciel, mais aussi vers le monde étonnant de l'invisible. Aujourd'hui, deux plateaux. Le premier sera consacré au portrait croisé de deux invités qui vont nous parler de leur parcours et nous ouvrir le monde de l'espace pour la première et le monde des virus pour le second. Le deuxième plateau sera consacré aux nanotechnologies. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette science, nos deux invités vous aideront à entrer dans celui que l'on appelle aujourd'hui le nanomonde. Tout de suite, notre premier plateau, portrait croisé. Fabienne Caselier, bonjour. Bonjour. Yves Godin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ce portrait croisé, nous allons commencer par vous, Fabienne Caselier. Vous êtes la nouvelle présidente de l'Observatoire de Paris PSL. Alors on y reviendra un petit peu plus tard. J'aurais souhaité qu'on revienne sur votre parcours, puisque vous êtes astronome, docteur en astrophysique, agrégé de physique. Oui. Pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient justement voir un petit peu comment on peut arriver à ce parcours, comment est-ce que l'on devient astrophysicienne et en quoi consiste ce métier ? Astrophysicien, c'est un métier scientifique, donc il faut faire des études de sciences, des études qui peuvent être assez longues, des études de physique en général, parfois maths, donc licence, master, et puis une thèse de doctorat. C'est un travail de recherche original. Après, il faut avoir un peu de suite dans les idées pour devenir astrophysicien ou astrophysicienne, parce que ça n'est pas facile d'en faire son métier et d'obtenir, disons, un poste pour vivre de ce métier d'astrophysicien. En général, on passe un petit peu de temps à l'étranger et puis on intègre un laboratoire en France, mais c'est un parcours un peu long après le baccalauréat. Il y a en fait finalement assez peu d'élus. Et j'ai remarqué que c'était plutôt un domaine féminin. Ah, Non, tout est relatif. Hein. Je dirais qu'en France, on est actuellement à peu près 20% de femmes parmi les astrophysiciens et les astronomes. Alors on peut se dire que c'est pas mal, c'est très très loin de la parité. Ça correspond grosso modo à la proportion de femmes qui font des études de physique, peut-être un peu en dessous. Non, ça n'est pas assez, moi je pense. D'autant plus que en fait, la proportion a tendance à baisser. Je dirais que dans les personnes qui partent à la retraite, il y avait peut-être un tiers de femmes. D'accord. Donc non, c'est pas un métier très féminin. D'accord, bon, alors déjà c'est un premier appel pour les jeunes femmes. C'est un métier où on voyage quand même pas mal, puisque vous avez des télescopes partout, Chili, Canaries, Hawaï, on se déplace beaucoup. Oui, comme la plupart des métiers de la recherche. En fait, parce qu'on collabore, on n'envisage pas de travailler uniquement avec les équipes de son laboratoire, les chercheurs français. Beaucoup de nos chercheurs ont passé des années à l'étranger, 2 ou 3 ans. Ils ont vu, même pendant leurs études, de plus en plus, les jeunes qui font des études, grâce à des programmes comme Erasmus, par exemple, sont allés faire des études en Europe. Donc, c'est la façon normale de faire de la science, je dirais, de travailler avec d'autres. Après, oui, bien sûr, on va se rendre sur les observatoires, peut-être de moins en moins. Parce que de plus en plus, on fait ces observations à distance. C'est un peu dommage, parce que bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Les sites sont très beaux, en plus. Les sites sont magnifiques. Aller au Chili, mais vraiment le site de l'Observatoire européen austral de l'ESO au Chili, à Paranal, mais c'est un endroit incroyable. Je suis allée à Hawaï, sur le haut du Mauna Kea, à 4200 mètres d'altitude. C'est incroyable comme endroit. Voilà, donc c'est des très beaux endroits. Et puis voilà, on est concentré sur les observations. On ne fait que ça, on ne fait qu'observer. Alors justement, un astrophysicien ou une astrophysicienne donc, observe la voûte céleste. Donc en plus, c'est un travail de nuit. C'est un travail de nuit quand on est astronome qui observe le ciel en lumière visible. Moi, j'ai été radioastronome, donc j'observais le ciel avec la lumière radio. Les astronomes sont vraiment friands de toutes sortes de lumières. Donc les lumières, pour eux, c'est la lumière qu'on voit avec les yeux, la lumière visible, mais aussi l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, et puis la lumière radio. Donc les ondes radio, ce sont celles par lesquelles on reçoit la radio dans nos voitures, par exemple, ou la télé-satellite, ou même nos téléphones portables fonctionnent grâce à des ondes radio. Donc nous aussi, on observe le ciel en ondes radio. Et alors, il se trouve qu'on peut l'observer 24 heures sur 24.
Alors c'est assez fatigant, il vaut mieux être 2 ou 3 si vous voulez observer le ciel 24 heures sur 24, parce que ça ne s'arrête jamais. On peut tout le temps observer parce qu'on n'est pas gêné par moins gêné par l'émission du soleil. C'est un métier qui est en pleine mutation, on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qui m'a attirée quand j'ai choisi de faire de l'astronomie? Ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé, je n'étais pas tombée dans l'astronomie toute petite, mais j'avais envie de faire des sciences. Et puis j'ai discuté avec des astronomes et il m'expliquait que voilà, il y avait plein de choses qu'on ne comprenait pas. Alors je trouvais que c'était bien, hein, pour un métier, pour faire de la recherche, il vaut mieux qu'on ne comprenne pas. Et en fait, j'ai pas du tout été déçue parce que l'univers tel qu'on le comprenait quand j'ai commencé, quand moi-même j'ai fait ma thèse, c'était pas du tout l'univers qu'on comprend maintenant. On n'imaginait pas du tout qu'on pouvait détecter des planètes autour d'autres étoiles. On ne pensait pas que les galaxies avaient cette vie turbulente, qu'elles se construisaient tout au long de l'histoire de l'univers. Donc on n'avait pas cette idée d'un univers dynamique. Vraiment, la vision a complètement changé. Et c'est ça qui m'a plu quand j'ai rencontré ces astronomes. Ils avaient l'air de beaucoup s'amuser et en plus de faire des découvertes intéressantes. Alors vous, Yves Gaudin, votre domaine est le plus petit. Nous sommes sur l'infiniment petit, encore qu'il y ait encore plus petit. Vous êtes donc virologue, directeur de recherche à l'IDBC, l'Institut de biologie intégrative de la cellule. Donc vous, votre domaine de recherche, c'est la virologie moléculaire. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Là, on est sur des objets qui font, je dirais, la centaine de nanomètres. Alors, pour dire la centaine de nanomètres, c'est-à-dire qu'il va falloir en mettre 10 millions bout à bout pour faire 1 mètre. Donc voilà, ça vous donne une idée de la taille. On n'est pas dans l'infiniment petit, hein. Ce sont des objets qu'on observe assez facilement au microscope électronique et qui sont même très très reconnaissables au microscopie électronique. La virologie moléculaire, c'est quoi ? C'est comprendre la façon dont ces virus vont interagir avec les cellules, parce que vous savez que les virus sont ce qu'on appelle des parasites intracellulaires obligatoires. Pour se répliquer, ils doivent absolument rentrer dans la cellule. Et donc, pour ça, ils doivent s'accrocher à la cellule et ils doivent franchir la membrane cellulaire pour pouvoir introduire leur génome et donc développer leur programme qui va leur permettre de prendre possession de la cellule pour fabriquer des nouveaux virus. Et donc ça, on travaille sur la structure des protéines de ces virus, par exemple. Et en fait, les protéines, alors si le virus fait 100 nanomètres, ces protéines, la dimension caractéristique, c'est entre 3 et 10 nanomètres. Donc là, on est encore 10 fois plus petit. Et en fait, on va résoudre la structure atomique, c'est-à-dire qu'on va avoir dans ces protéines, on va en fait vous positionner tous les atomes de carbone, d'oxygène, d'azote et parfois de soufre aussi, qui sont présents dans ces structures. Voilà. Très bien. Donc, alors vous travaillez aussi, j'imagine, sur les interactions qu'il va y avoir entre l'hôte et le virus. Donc là, il y a déjà une interaction avec la cellule. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du récepteur. On en a suffisamment parlé, je crois, avec le coronavirus ces derniers temps. C'est avec la fameuse protéine Spike, là, voilà, qui reconnaît un récepteur. Et nous, on s'intéresse aussi à la façon dont ensuite le virus va prendre possession des machineries cellulaires, parce que c'est un parasite, il détourne ces machineries à son profit. Et lui, en particulier, nous, ce qu'on a montré, c'est qu'on forme ce qu'on appelle l'usine virale. Et l'usine virale se forme en fait par séparation de phases fluides, exactement comme l'huile ne se mélange pas à l'eau, et bien l'usine virale ne se mélange pas avec le reste de la cellule et en fait filtre les composants cellulaires dont le virus a besoin pour se répliquer. Et évidemment, la cellule, elle détecte cette infection. Il y a des mécanismes qui sont capables disons, d'alerter la cellule quand même. Et donc, à partir de là, il y a un programme antiviral qui se met en place et il y a une interaction étroite entre cette usine virale et le programme antiviral. Et en fait, de la lutte entre les deux, voilà, c'est la maladie qui peut s'installer ou pas, quoi. Comment devient-on virologue ? Moi, j'ai démarré en faisant des maths et de la physique. Et j'étais dans une école dont la biologie était une option de la physique. Et donc je me suis dit, tiens, voilà, c'était l'époque du sida, et je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à mettre au point des médicaments et des vaccins contre une maladie. Enfin, c'était la deuxième partie des années 80. Donc je me suis intéressé comme ça à la biologie, et puis j'ai trouvé ça passionnant. Ça touche vraiment le quotidien, la biologie, donc c'est peut-être pour ça que je me suis intéressé à ça. J'ai poursuivi en virologie, je travaille sur le virus de la rage, qui était un virus beaucoup moins sexy que le virus du sida à l'époque, parce qu'il y a des sujets sexy aussi en science, hein. Il faut se rappeler qu'il y a des choses où il y a plus facilement des financements, et puis aussi un intérêt plus important des médias. C'est clair. On a beaucoup parlé du virus du sida, on ne parlait pas des autres virus. Vous voyez, maintenant on parle du coronavirus et on oublie les autres aussi. Mais donc j'ai travaillé sur le virus de la rage
Et je trouve ça, voilà, et je continue à travailler non plus que sur le virus de la rage, mais sur tous les virus de cette famille. Voilà. Ouais. Donc on n'est pas complètement dans l'infiniment petit. Je pense que des physiciens quantiques nous diraient on n'est pas encore à cette échelle-là. Voilà. Mais globalement, oui, je dirais que nous, notre travail va de l'angstrom jusqu'à la dizaine de micromètres, puisque c'est les grandeurs caractéristiques des cellules, quoi. Et donc on regarde toutes ces interactions, et on regarde aussi sur des échelles de temps, parce qu'on va regarder des interactions qui se produisent sur des temps très courts. On va regarder des déplacements de molécules dans la cellule. On va travailler sur des échelles de temps de quelques millisecondes jusqu'à la centaine de millisecondes peut-être. Et puis, sur le déroulement de l'infection virale, c'est sur une journée à peu près. Le cycle viral du virus de la rage, c'est 16 heures, entre le moment où le virus rentre et où les virus nouvellement produits sortent massivement de la cellule. Vous parlez de télescopes tout à l'heure. C'est vrai que ce sont des matériaux aujourd'hui qui sont très très pointus dans le même domaine pour les virus. Donc c'est quelque chose aussi qui vous avait intéressé? Oui, alors là, il faut dire, franchement, les télescopes modernes, c'est vraiment des belles machines. Enfin, c'est vraiment des concentrés de technologie. Puis les instruments qu'on utilise sur ces télescopes, il faut les inventer, ils n'existent pas. Donc c'est aussi le travail des astronomes avec des équipes d'ingénieurs, de techniciens, mais d'inventer les instruments qui vont permettre de répondre aux questions qui se posent. Mais ces grands télescopes ou les satellites, c'est vraiment... moi, je trouve ça beau, mais bon, c'est un peu personnel. Alors, on va justement voir là tout de suite le plus grand télescope au monde qui se trouve donc au Chili, dans le désert de l'Atacama, si je me souviens bien. Donc ce grand télescope, on va en reparler tout de suite. Donc on va voir le sujet. Il faut se représenter un tel télescope comme... Par exemple, la taille d'un terrain de handball pour le miroir lui-même, qui serait dans un bâtiment qui, lui, aurait à peu près la taille d'un terrain de football. La décision pour construire ce télescope sera prise, on l'espère, fin 2010. Le budget pour la réalisation de ce télescope est estimé aujourd'hui à environ 1 milliard d'euros. Ce très grand télescope va permettre des progrès extraordinaires dans plusieurs domaines de l'astronomie. Grâce aux 1000 mètres carrés de miroirs et donc à cette surface gigantesque qui permet de collecter une quantité énorme de lumière, l'EELT permettra de voir et de caractériser des exoplanètes, ces planètes qui gravitent autour d'étoiles au-delà de notre système solaire. On pourra, nous l'espérons, caractériser des planètes rocheuses plus similaires à la Terre et on espère pouvoir caractériser les atmosphères de ces planètes et rechercher des signatures de conditions qui pourraient être propices à l'apparition de la vie. Un autre domaine de l'astrophysique dans lequel l'ELT va permettre des progrès spectaculaires, c'est celui de la formation des galaxies. On va pouvoir observer les étoiles individuellement dans les galaxies, tout au moins dans les galaxies les plus proches de la nôtre. Voilà, alors donc c'est le plus grand œil braqué sur le monde. Il a un miroir, je crois, de 40 mètres, on a entendu, donc c'est effectivement énorme. Ça fait rêver un télescope comme ça. Ça fait rêver, mais ça fait longtemps qu'on en rêve. Alors au début, on rêvait d'un télescope de 100 mètres de diamètre, puis finalement, ça s'est avéré pas trop faisable. Et déjà, 40 mètres de diamètre, c'est déjà très très compliqué. Oui, si on sait qu'à l'époque, il y en avait, c'était quoi, 3 mètres, 8 mètres? Les télescopes, disons, modernes, qu'on utilise presque couramment, font 8 à 10 mètres de diamètre, et c'est déjà un exploit. Alors, juste pour dire, le diamètre, c'est important pour un télescope, parce que plus le diamètre du télescope est grand, plus on recueille de lumière. Et comme je vous l'ai dit, les astronomes sont très très friands de lumière, et plus il y en a, mieux c'est, parce qu'ils peuvent mieux l'analyser, faire ce qu'on appelle de la spectroscopie, et puis regarder plus loin dans l'univers, regarder des objets plus faibles. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un télescope de grand diamètre. Oui. Et vous parlez de diamètre, c'est le miroir, on est bien d'accord? C'est le miroir, c'est le miroir principal. Alors après, il y a toute une combinaison de miroirs, parce que on recueille la lumière sur le miroir principal, celui qui fait 40 mètres de diamètre, puis on la concentre sur un autre miroir, puis on la renvoie, on l'analyse. Enfin bon, c'est assez compliqué comme système optique, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis, il faut aussi que ce télescope soit mobile, qu'on puisse l'orienter.
Et puis, il faut construire les instruments qui nous servent à analyser la lumière. Donc, ça peut être des caméras pour faire des images, ça peut être des spectroscopes pour faire analyser la lumière qu'on reçoit, voir par exemple si on y trouve des signatures de molécules ou d'atomes. Et puis, ça peut être une combinaison des deux. Et pour tirer parti du grand diamètre de ce télescope, il faut aussi inventer des systèmes qui s'appellent des systèmes d'optique adaptative, qui compensent la turbulence de l'atmosphère, qui brouillent les images. Et ça, ces systèmes-là sont très complexes. Et il y a encore 10 à 15 ans, c'était difficile de savoir si on savait les faire. Ça exige beaucoup de calculs en temps réel, donc des petits calculateurs partout. Énormément de puissance de calcul derrière. Donc on a à la fois le côté optique, d'instruments très, très précis, le côté calcul, et puis construire le télescope. C'est mettre tout ça ensemble qui est vraiment intéressant. Pour l'instant, il sera vraisemblablement inauguré en 2025. Donc selon les conditions, on verra ce que Oui, parce qu'à ce moment, c'est compliqué au Chili. Voilà. Vous avez eu un parcours aussi un peu spatial, si je puis dire, puisque vous avez travaillé au programme d'astronomie du CNES. Votre meilleur souvenir? Il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est mes meilleurs souvenirs. Les moments les plus intenses, ce sont quand même des moments... les lancements de fusées qui emportent justement les satellites qui vont observer le ciel. Et encore plus intense, ce sont les atterrissages. Alors les atterrissages, il s'agit pour l'instant de la planète Mars. J'ai vécu 2 atterrissages sur Mars de missions de la NASA, mais auxquelles on contribuait en tant que CNES et puis en tant que communauté française. Et ça, on parle des 8 minutes de terreur que dure la descente et l'entrée et la descente sur Mars. Et je peux vous dire que c'est effectivement un moment où je ne savais pas qu'on pouvait retenir son souffle pendant 8 minutes. Donc ça, ce sont les moments les plus intenses, surtout quand on est avec toute l'équipe de scientifiques, d'ingénieurs. Il y a aussi les industriels qui ont aidé à construire. Oui, parce qu'il y a des moyens derrière. Il y a des moyens derrière. Et donc, tout le monde est là et tout le monde tremble. Et puis, à la fin, on a une image. Voilà. Le fil conducteur, c'est d'essayer de trouver des signes de début de vie, peut-être, passés sur Mars il y a 3 ou 4 milliards d'années. Je crois que plus personne n'espère raisonnablement trouver des traces de vie présentes. Alors, quand je dis des traces de vie, là, on revient dans l'infiniment petit parce que... Il s'agit très probablement, si la vie a démarré sur Mars, de vie au niveau microbien, pas beaucoup plus. Si on pouvait avoir des preuves que la vie a démarré sur la planète Mars, ça pourrait changer nos perspectives, je pense. On va s'intéresser à ce qu'on connaît déjà, donc sur les virus. Avant de revenir avec vous, Yves Godin, on va lancer le petit sujet qui vous concerne. Donc nous sommes allés vous voir, ouvrir un petit peu ce sujet sur les virus et en connaître un tout petit peu plus. On revient juste après. Le virus existe sous 2 formes. La forme extracellulaire et la forme intracellulaire. La forme extracellulaire, c'est souvent les images qu'on nous présente, c'est la particule virale ou le virion, c'est la petite graine qui contient l'information génétique. Le virus doit rentrer dans la cellule, libérer son génome dans la cellule pour pouvoir se répliquer. Et donc en fait, cette réplication du virus s'effectue dans des structures qui constituent finalement la forme intracellulaire du virus, c'est ce qu'on appelle les usines virales. On a 2 grandes techniques d'observation qui vont se distinguer par l'échelle d'observation. On va pouvoir observer les virus en microscopie photonique, donc c'est la lumière, là, qui est la lumière classique, la lumière visible qui est en jeu. Et donc là, on va avoir une résolution de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Donc là, on va regarder de la fluorescence, parce que souvent, on a marqué les protéines virales avec des marqueurs fluorescents, ce qui nous permet de les visualiser facilement. Et ça, c'est très utilisé pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Donc on va regarder les protéines virales dans la cellule et on va regarder cette usine virale. Et puis, en fait, si on veut aller à la résolution atomique, c'est-à-dire visualiser les atomes, que ce soit les atomes de carbone, d'oxygène ou d'azote qui constituent les protéines, eh bien, on est obligé d'utiliser la microscopie électronique. La résolution théorique, elle est de Langström. Et ça nous permet de visualiser les particules virales, et même parfois les protéines qui constituent ces particules virales, quand on les a purifiées. Avec les plus gros appareils, on peut avoir vraiment la structure atomique des protéines virales. Quand on veut aller en microscopie électronique vraiment, je dirais, structurale, on va aller vers la résolution des structures de protéines. Et là, on va s'intéresser à des objets isolés.
pas dans leur environnement naturel, qu'on a purifié, qu'on va visualiser. Par exemple, quand on regarde des virus en microscopie électronique, eh bien, on les a purifiés à l'aide des ultracentrifugeuses, par exemple, parce que ça nous permet de purifier les particules virales qui sont un peu plus grosses, donc on les sédimente et on élimine tout le reste des débris cellulaires. C'est vrai que vous nous avez parlé tout à l'heure du virus de la rage, vous avez beaucoup travaillé sur celui-ci. Vous avez travaillé sur quel type de virus? Vous parliez en antenne de rhabdovirus. C'est une grande famille virale de virus qui infectent les vertébrés de façon générale. On va en retrouver chez des serpents, des poissons, des mammifères et chez l'homme. Et donc c'est une très très grande famille. Et donc effectivement le virus de la rage et le genre des lissavirus, parce qu'il y a la famille, puis après il y a les genres viraux, il y a un classement comme ça. Et donc les lissavirus sont un genre qui regroupe des virus qui sont extrêmement pathogènes pour l'homme, le virus de la rage étant le plus connu. Alors le virus de la rage, ça tue encore, on l'oublie, 60 000 personnes par an, essentiellement évidemment, ce qui est peu par rapport à ce qu'on connaît à l'heure actuelle, bien sûr, mais c'est quand même, ça tue essentiellement évidemment en Afrique, en Asie et un petit peu en Amérique du Sud. Et donc, à côté de cette famille, on travaille aussi de ce genre viral, les lissavirus. On travaille sur un autre genre de la famille des rhabdovirus, qui est le genre des vésiculovirus. Et là, on a beaucoup travaillé sur le virus de la stomatite vésiculaire ou vésiculeuse, qui est en fait un virus du bétail, qui est un virus modèle depuis plusieurs années, mais qui est un bon modèle pour le virus de la rage d'ailleurs. Et on a fait beaucoup de biologie structurale justement sur ce virus pour caractériser son organisation. Et donc, ce virus est aussi un bon modèle parce qu'il est extrêmement utilisé en biotechnologie. Justement, sa glycoprotéine qui lui permet d'entrer dans la cellule, elle va être exploitée en biotechnologie pour qu'on puisse libérer un cargo dans une cellule d'intérêt. Donc la thérapie génique utilise beaucoup cette protéine d'enveloppe du virus de la stomatite vésiculaire. Donc comme on en a fait la structure, on est bien positionné là-dessus. On a aussi regardé l'interaction avec le récepteur, c'est-à-dire comment cette protéine reconnaît, mais comment les surfaces sont complémentaires, comment les atomes du récepteur interagissent. Voilà. Alors les rhabdovirus, c'est pas la famille, c'est pas la seule famille qui affecte l'homme et les mammifères. Il y en a vraiment un très grand nombre. Bon, les coronavirus, bien sûr, mais les flavivirus avec le virus de la dengue. On a le Chandipura peut-être aussi. Alors le virus de Chandipura, oui, ça c'est un vésiculovirus aussi. Et le virus de Chandipura, en fait, est un virus qui a une capacité d'émergence, qui a donné des épidémies en Inde. Très ponctuelles, heureusement, qui est visiblement véhiculée par des insectes. Et ça donne des encéphalites qui sont très souvent mortelles. Quand les enfants développent des symptômes, à partir du moment où ils ont des symptômes, le taux de létalité est très élevé, en gros de 50%. Donc voilà, donc c'est un virus qu'on surveille quand même, quoi. Mais les épidémies, pour l'instant, n'ont fait que quelques centaines de morts très localement, donc bon, on n'est pas trop inquiet quand même. On l'a vu dans le sujet, vous travaillez sur les virus justement avec du matériel bien pointu, donc des microscopes électroniques, des microscopes optiques. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? On a du mal à observer des objets qui sont plus petits que la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise. C'est-à-dire que quand on regarde la lumière du visible, on va dire c'est autour de 500 micromètres, ça veut dire que en gros, on a du mal à voir des objets ou distinguer deux objets qui sont suffisamment proches, qui sont à moins de 500 micromètres de distance. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc maintenant, il y a des stratégies qui permettent de dépasser, même en optique, d'utiliser des microscopes qui nous permettent de descendre jusqu'à quelques dizaines de nanomètres de résolution. Mais vraiment, si on veut voir l'information au niveau de la structure, on utilise ces microscopes. Alors là, ce que vous avez vu dans le petit film, c'est des microscopes du laboratoire. Mais à l'heure actuelle, on va vers des microscopes de nouvelle génération. C'est une vraie révolution parce qu'avant, quand on voulait avoir la structure des protéines, on devait les cristalliser, faire diffracter des rayons X. C'était difficile d'obtenir des cristaux. Là, maintenant, on peut regarder directement les protéines parce qu'il y a eu des nouvelles caméras qui ont été développées. Donc là aussi, il y a des développements techniques, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens qui ont mis au point des choses pour mettre au point des microscopes dont le coût est, disons, entre 3 et 5 millions d'euros. Donc là, ça devient un peu plus difficile. Fabienne Azoli, vous êtes la nouvelle présidente de l'Observatoire. Vous avez choisi de faire avancer la science finalement en l'administrant. Si exactement, oui. Donc vous avez 850 personnes au quotidien à gérer. Quelles nouvelles orientations vous avez décidé de donner à l'Observatoire? Alors, on fait ça ensemble, d'abord. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, bon, allez, j'arrive, je vais tout changer.
Il faut que ça soit un projet collectif. Et pour moi, c'est important, le collectif. D'abord, l'implication de l'Observatoire dans les grands projets de la discipline, mais les projets futurs. On a parlé du très grand télescope européen, le EELT, avec une implication de l'Observatoire de Paris dans au moins 2 instruments qui vont être construits pour ce très grand télescope. Le futur très grand radiotélescope, le Square Kilometer Array, c'est un projet mondial qui est en train de se décider. Et puis l'autre grand projet consiste à observer l'univers en très hautes énergies, avec une lumière de très haute énergie, qui s'appelle le CTA. Donc je voudrais vraiment que la participation de l'Observatoire dans ces grands projets se matérialise. Bien sûr, c'est pour faire de la science, ça. C'est pour nos objectifs scientifiques. Et puis, je voudrais aussi bien mettre en valeur ce continuum de compétences qu'on a à l'Observatoire, avec des gens qui vont faire des observations, mais qui aussi vont faire les simulations numériques, le travail sur ordinateur, qui permet de comprendre les observations, voire de les prédire, et l'instrumentation, et la théorie. C'est mettre tout ça ensemble, c'est la façon, disons, moderne de faire de l'astrophysique, mais de beaucoup de sciences d'ailleurs, mais d'avoir des gens qui maîtrisent l'ensemble de ces palettes, ou mettre ensemble dans des équipes toutes ces compétences. Sans parler de tous ceux qui ne sont pas strictement parlés astrophysiciens, mais peut-être aussi physiciens, matheux. On a toutes ces compétences à l'Observatoire et c'est vraiment une richesse. Nous avons aussi des gens qui sont vraiment plus des physiciens, qui vont travailler sur la métrologie du temps et des fréquences, qui vont inventer des horloges atomiques de nouvelle génération. Le temps, c'est une préoccupation des astronomes depuis très longtemps, mais qui sont parmi les meilleures équipes au monde. Donc, faire travailler tous ces gens-là ensemble pour de nouveaux résultats scientifiques et de belles découvertes. Oui. Alors, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure justement de simulation numérique. On peut voir maintenant, limite, le cosmos dans un ordinateur. Enfin, c'est vrai qu'on a des choses maintenant qui nous permettent de reproduire énormément de choses de grande taille dans un ordinateur. Oui, alors, en gros ordinateur quand même. Ce qu'on sort d'une simulation numérique, en gros, c'est quand même ce qu'on a mis comme loi physique à l'entrée. Mais oui, là vraiment, on a des progrès incroyables qui nous permettent de comprendre comment les galaxies se sont formées dans l'univers, comment elles ont évolué, comment elles ont interagi. Puis, comme tous, je pense, on travaille avec la révolution de l'intelligence artificielle. C'est un outil qu'on utilise au quotidien parce qu'on a des masses de données d'observation. Alors, je vous donne un exemple. Le projet dont je parlais tout à l'heure, le grand projet de radiotélescope mondial, Square Kilometer Array, SKA, produit en, disons, 24 heures d'observation à peu près autant de données que le trafic de l'Internet mondial il y a 3-4 ans. Voilà. C'est à peu près le volume de données. Donc, c'est à peu près ce que vous avez, disons, comme trafic sur Internet. C'est à peu près ça qu'on doit gérer. Donc, on ne peut pas regarder toutes les données les unes après les autres. Il faut utiliser les ordinateurs pour ça. Bien sûr. Alors, donc, si on reste un peu sur l'actualité, la NASA là, a lancé son rover, donc Perseverance, et il devrait normalement arriver, si tout se passe bien, en février sur Mars. Et est-ce que l'Observatoire a un rôle à jouer ? L'Observatoire est impliqué dans un des instruments importants de ce rover de Persévérance. Un rover, donc c'est un véhicule mobile avec 6 roues. Oui, c'est une astromobile en fait. Oui, je ne sais pas quel est le terme français. De la taille d'une automobile d'ailleurs. Oui, ça fait presque une tonne. Hein. C'est un 4x4, mais avec que 6 roues. Donc on est impliqué, on a beaucoup travaillé dans un instrument qui s'appelle SuperCam, qui est un instrument que moi je trouve assez fascinant parce qu'il va analyser à distance la composition des roches sur Mars. On tire au laser sur une roche, ça a donc à distance, plusieurs mètres de distance, ça vaporise la roche et on analyse la lumière émise par cette vapeur pour comprendre de quoi est faite cette roche. Ça va être très excitant les premiers jours, apprendre à se servir des instruments, l'avancée du rover, il faut quand même contourner si on trouve des roches. Super excitant, je trouve. Après, ça devient peut-être un peu plus la routine, mais bon, quand même. Alors, pour rebondir justement sur l'actualité, Yves Gaudin, qu'a-t-on appris jusqu'à maintenant des mécanismes du Covid-19 ? Alors, on a appris bien sûr beaucoup de choses, mais parce que déjà, il y avait des équipes qui travaillaient avant sur des coronavirus. Hein. Les coronavirus, ce n'est pas des virus nouveaux, c'est des virus qui sont qu'on connaît depuis des années.
Il y a des coronavirus qui circulaient tous les hivers dans l'espèce humaine et qui nous causaient des rhumes et qui tuaient peut-être quelques personnes âgées tous les ans, donc on n'en parlait pas. Je commence par dire qu'on a travaillé sur les coronavirus, mais probablement on ne travaillait pas assez. Vous savez bien que les financements, c'est toujours compliqué, qu'il y a des choix à faire, et que les coronavirus, malgré tout, à part le petit épisode de 2003, n'avaient pas vraiment inquiété les décideurs de façon générale, et même les gens qui sont impliqués en santé publique. Voilà. Donc en fait, il y avait finalement en France, en tout cas, il n'y avait plus beaucoup d'équipes qui travaillaient là-dessus, et celles qui travaillaient, qui avaient fait des très beaux travaux, soit elles ont été contraintes d'arrêter. Donc par exemple, l'équipe d'Hubert Laude, qui est quasiment le voisin ici, puisqu'il travaillait à Jouy-en-Josas, mais lui, il travaillait sur un coronavirus porcin, et brutalement, l'épidémie a disparu, parce que ce coronavirus a été c'était dangereux pour les porcelets. Il a été remplacé par un autre coronavirus qui en fait protégeait les porcelets. Donc du coup, l'INRAE maintenant, qui était l'INRA à l'époque, a considéré que il fallait changer de sujet, et l'équipe du Berlaude est partie travailler fort brillamment d'ailleurs sur les prions. Et puis il y avait l'équipe de Bruno Canard à Marseille qui travaillait aussi sur les coronavirus, mais qui a manqué un petit peu d'argent, je pense. Et puis, parce qu'en France aussi, on manque de tous ces équipements dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de microscopes en microscopie électronique à haute résolution qui existent. Donc on a pris un peu trop tard. Mais globalement, on connaissait ces virus, on connaissait leur structure, on connaissait par exemple la fameuse Spike. On connaissait déjà sa structure pour d'autres coronavirus. Donc très vite, on a pu localiser ce qu'on appelle les sites antigéniques. Vous savez, l'endroit où les anticorps se collent à la spike pour neutraliser le virus. On sait, pour ces virus-là, on avait aussi une compréhension de la façon dont le virus s'assemble dans la cellule. Donc il y a des choses qui ont été confirmées. Mais il y a toujours un délai entre, les applications de la recherche très fondamentale et l'arrivée d'applications concrètes en société. Il y a beaucoup de choses qui se développent à l'heure actuelle en biologie qui ne verront que leur concrétisation que dans 10 ans, dans 15 ans. Et en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple en termes d'antiviraux, si on regarde par exemple la maladie du sida, on a mis quasiment 15 ans pour mettre au point des antiviraux spécifiques. Ce qu'on a fait sur le coronavirus, on a fait ce qu'on appelle du repositionnement. C'est-à-dire qu'on a des molécules, on se dit, elles ont déjà une autorisation de mise sur le marché, elles ne sont pas très toxiques pour les individus, donc on se dit, on va les tester, on va voir si elles ont un effet. Malheureusement, les stratégies de repositionnement sur les virus, ça marche pas tellement bien, et là on le constate encore une fois, et il faut développer des molécules spécifiques, c'est-à-dire des drogues qui bloquent spécifiquement le coronavirus, et on a recherché ces drogues en travaillant sur le coronavirus, pas dans une approche générale. Donc on manque encore un peu de ça, mais on a beaucoup appris en épidémiologie, je pense qu'on a appris des choses très simples aussi, au moins en France, que le masque protégeait bien de la transmission, même si ce n'est pas parfait, puisqu'on voit qu'on a encore quelques débats et puis qu'on est encore sur une période un peu compliquée. Mais globalement, oui, et il y a quand même une chose aussi, on n'a jamais été aussi vite dans la mise au point d'un vaccin. Oui, et je dois dois vous avouer que moi j'étais sceptique parce que je ne pensais pas qu'on irait aussi vite. Je pense que on a évidemment compressé la fameuse phase 3 en population pour aller plus vite, mais je crois que ce que ça montre à l'heure actuelle, c'est que les vaccins, au moins les 2 vaccins ARN qui sont déjà massivement utilisés en population, sont très, très sûrs. Alors maintenant, tout le monde croise les doigts, et on espère que ces fameux variants qui sont en train d'apparaître, alors le variant anglais, on pense qu'il sera neutralisé, mais le variant sud-africain, on commence à voir que lui il est déjà un petit peu altéré et il pourrait échapper partiellement à la vaccination. On va quand même mettre un petit peu une pierre dans le jardin des politiques. On est sur des investissements qui ne sont probablement pas suffisants. 2,25% de notre PIB quand l'Allemagne dépasse 3, quand Israël dépasse 4. Et je pense qu'il est important, même au-delà de ça, de maintenir dans notre pays une culture scientifique. Et c'est très important, enfin même pour peut-être les jeunes qui nous écoutent, il faut absolument se renseigner sur la science, un peu s'intéresser aux maths aussi, ça évite de comprendre un peu les statistiques. Je parle aux jeunes, ça leur évitera d'être manipulés par la suite. Une solide base scientifique, une compréhension de la démarche scientifique, et ne pas oublier que ce qui nous arrive à nous n'est jamais un cas général, en particulier en santé publique. C'est pas parce que j'ai bu un jus d'orange et que j'ai pas été malade que c'est le jus d'orange qui m'a empêché de tomber malade. Vous voyez. Alors on peut transposer ça à d'autres drogues ou molécules dont on a parlé. Vous voyez, c'est très important de comprendre les statistiques, de voir qu'il faut regarder en population et oublier les cas individuels.
individuelle. Oui. Voilà. C'est bien aussi de voir qu'il y a des associations, des fondations qui vous soutiennent aussi dans votre travail. Oui. Notamment, je rappelle, vous avez reçu le 20 novembre 2019 l'un des prix Coup d'élan de la Fondation Bettencourt-Schuller, Oui. donc pour notamment vos travaux sur l'usine virale. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu ce que c'était? Quand il rentre dans la cellule, pendant longtemps, on avait l'impression que le virus, parce qu'on n'avait pas les moyens d'étude non plus, hein, évidemment, c'est à chaque fois qu'on a des meilleurs appareils, c'est comme en astrophysique, hein, et ben, les théories, les modèles évoluent. On a l'impression que le virus se diluait un petit peu dans le cytoplasme, c'est-à-dire dans l'intérieur de la cellule. Et en fait, pas du tout. Il s'organise dans une structure qui est formée par séparation de phase liquide. Alors effectivement, les séparations de phase liquide, pour ceux qui veulent le faire chez eux, vous mettez de l'huile dans l'eau et vous voyez que l'huile ne se mélange pas à l'eau. L'usine virale, c'est pareil. Le virus installe son usine, qui est parfaitement sphérique, et c'est une séparation de phase fluide aussi. Donc, il y a ce qu'on appelle une partition, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des objets, enfin des protéines en fait, qui vont se concentrer dans l'usine et d'autres qui vont rester à l'extérieur. Donc il y a à la fois des choses qui sont concentrées à l'intérieur et d'autres qui sont exclues. Les protéines virales sont concentrées à l'intérieur de l'usine, mais en plus, elles acceptent certaines protéines cellulaires dont elles ont besoin ou qu'elles veulent bloquer pour qu'elles ne soient pas fonctionnelles. Donc voilà, on travaille beaucoup à l'heure actuelle sur l'interaction, hein, entre cette usine virale et les défenses de la cellule. Comment la cellule identifie qu'elle est infectée, comment elle reconnaît cette usine virale et comment éventuellement elle cherche à la détruire. Et comme c'est nouveau, évidemment, on peut penser que si on trouve des petites molécules qui déstabilisent cette usine virale, exactement comme quand vous mettez du détergent dans un mélange eau-huile et vous voyez toute l'huile qui se mélange à l'eau parce que le détergent va favoriser ça, vous verrez vos gouttelettes qui disparaissent. On aimerait trouver des molécules qui peuvent éventuellement disperser ça. Ouais. Donc on espère que grâce au prix pour vous et vos équipes, vous allez peut-être pouvoir vous doter justement de microscopes encore plus sophistiqués, des choses plus pointues encore pour travailler. Oui, alors en fait, d'ailleurs, c'est le prix de la Fondation Bettencourt, hein, qui récompense peut-être un travail d'équipe, hein, je veux dire, à chaque fois, et c'est important de le rappeler. Et donc le prix Bettencourt nous a permis donc d'avoir effectivement ce qu'on appelle un microscope confocal spinning disk, à disque rotatif en fait, pour les initiés, qui nous permet en fait d'acquérir des images à très grande vitesse, donc de faire des films et donc de suivre sur des cellules vivantes ce qui se passe. C'est-à-dire on n'est plus sur des images qu'on acquiert et on n'est pas obligé de fixer la cellule. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait des protéines fluorescentes, c'est-à-dire qu'on a manipulé un peu le virus pour que ces protéines soient fluorescentes. Et donc on suit l'infection, l'extension de l'infection, on peut suivre le déplacement, parce qu'en fonction de la vitesse, on va savoir quels sont les moteurs moléculaires que le virus détourne. Le problème, c'est que ce microscope qui nous est donc financé par la Fondation Bettencourt, il vaut 200 000 €. Alors 200 000 €, ça paraît beaucoup, mais en fait, ça peut paraître peu aussi. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de somme qu'il est difficile de faire financer, de trouver l'argent pour ce genre de somme. Trouver quelques milliers d'euros pour travailler, ça va. Trouver parfois quelques dizaines de millions d'euros quand c'est un très gros projet, mais quand c'est des objets dont vous avez des appareils dont vous avez absolument besoin et qui sont dans la norme des 100 000 €, c'est pas forcément facile de trouver. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent, hein, qui sont jeunes, qui ont envie de comprendre, je pense que la science, c'est un beau métier à plusieurs niveaux et je crois que c'est aussi une dimension humaine de la science, quoi. Fabienne Caselier, Yves Gaudin, merci beaucoup de nous avoir fait profiter de vos passionnants parcours. Et si vous aussi, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les activités de nos invités, je vous invite à vous rendre à la médiathèque de Meudon, où vous pourrez trouver de nombreux ouvrages sur l'espace, les virus et le monde qui nous entoure. Notre émission n'est pas terminée, restez avec nous puisque nous avons rendez-vous avec les nanotechnologies. C'est tout de suite. Patrick Couvreur, bonjour. Bonjour. Bernard Barthenlian, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler sur ce deuxième plateau, vous allez parler la même langue puisque nous parlons nanotechnologie. Alors je vais commencer déjà par vous demander de me planter le décor, Bernard Barthenlian, puisque à la base, la nanotechnologie, on est bien d'accord que c'est la manipulation de l'atome, atome par atome, un peu comme un jeu de Lego, on va dire, hein, Lego atomique. Ce terme est devenu pluriel et on est arrivé à avoir les nanotechnologies, qui est un peu, je dirais, quelque chose d'un peu fourre-tout, où finalement on trouve beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous redéfinir un tout petit peu ce que sont les nanotechnologies ? C'est un terme qui englobe en fait toutes les techniques de fabrication, du façonnage de la matière à l'échelle du nanomètre, donc le milliardième de mètre. Et donc c'est des techniques qui englobent à la fois
des techniques utilisées pour la microélectronique, mais poussées à leurs limites, c'est-à-dire que finalement tout ce qui permettait de faire les microprocesseurs des années 50-60, finalement ça a été, il y a eu une évolution qui fait que à ce jour, on fait les microprocesseurs actuels que l'on a dans nos téléphones portables en l'occurrence. Et les nanotechnologies sont finalement à la disposition des nanosciences, c'est-à-dire que en fait après, avec ces objets que l'on fabrique, on va pouvoir en faire une étude scientifique, donc dans des domaines qui sont la physique, donc l'électronique, l'optique, mais également en chimie et en biologie. D'accord. Finalement, quelque part, c'est un petit peu de l'architecture à l'échelle atomique et moléculaire. Oui, c'est ça. Pour résumer un tout petit peu, le nanomètre, c'est 50 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Est-ce que c'est correct? Ça doit être à peu près ça. Pour avoir une équivalence. Quelles sont aujourd'hui les raisons de s'intéresser aux nanotechnologies? Alors les raisons de s'y intéresser, c'est déjà parce que l'on voit qu'à travers la miniaturisation, il y a plein d'applications potentielles possibles, et donc notamment donc, dans le domaine de l'électronique. Également dans le domaine, alors là plutôt pour la recherche. Donc on est vraiment dans quelque chose qui bouleverse le monde, en fin de compte. Oui, sachant qu'en fait c'est très vaste, c'est-à-dire que dans les nanotechnologies, il y a les nanomatériaux. Donc là, on peut effectivement parler de matériaux qui sont finalement un peu comme des matériaux classiques, mais en leur sein, en fait, il y a des structures qui sont de dimension nanométrique, et ce sont ces structures nanométriques qui confèrent aux matériaux des propriétés nouvelles. Dans le domaine de la chimie, de la biologie, du biomédical, comme on va voir, il y a également des tas d'autres applications, et c'est en fait très vaste, quoi. Tout à fait. Alors justement, on va s'y intéresser avec vous, Patrick Pauvrat. Vous êtes pharmacien, professeur à l'Université de Paris-Saclay, et vous êtes surtout spécialiste des nanotechnologies médicales. Oui. Alors, avant d'en reparler, on va voir un petit sujet qui vous concerne et qui va nous permettre justement de bien cerner un petit peu votre domaine. On y revient tout de suite. Mon domaine de recherche est celui des nanomédicaments, en d'autres termes de la vectorisation des médicaments. Alors vous savez que quand on administre un médicament dans l'organisme, il va se distribuer dans différents tissus, dans différents organes, en fonction de ses caractéristiques physico-chimiques. Alors ce que l'on fait, c'est de développer précisément des nanotechnologies, c'est-à-dire des objets qui ont une taille entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. Nous allons y encapsuler le médicament, et à l'aide de chimie de surface, on va pouvoir cibler le médicament au niveau de la cellule malade ou du tissu malade, voire même du compartiment intracellulaire qui est la cible biologique. Avec des applications, bien entendu, dans le domaine du cancer, dans le domaine des maladies infectieuses, notamment intracellulaires, dans le domaine aussi des maladies neurodégénératives. Très récemment, ce que l'on développe, c'est ce que l'on appelle des nanoparticules multifonctionnelles. Alors, je vais vous donner un exemple. Ici, vous le voyez, on va utiliser des nanoparticules d'oxyde de fer. Alors, vous savez que les nanoparticules d'oxyde de fer sont d'une part sensibles à un champ magnétique, donc sont attirées par un champ magnétique. Et donc, l'idée va être de placer au niveau de la tumeur de la souris un champ magnétique extracorporel focalisé sur la tumeur, de manière à attirer au niveau de la masse tumorale ces nanoparticules avec leur contenu médicamenteux. Alors, l'avantage, c'est ce que vous voyez ici, c'est que l'administration d'une dose extrêmement faible de médicaments va entraîner une suppression totale, une inhibition totale de la tumeur. Et parallèlement, parce que précisément ces oxydes de fer donnent un signal en imagerie, vous pouvez suivre, vous le voyez ici, l'efficacité du traitement. Alors, vous voyez ici la taille de la tumeur. Quand on a soumis l'animal à un champ magnétique extracorporel focalisé au niveau de la tumeur, et vous voyez que cette tumeur va diminuer de manière tout à fait considérable après injection des nanoparticules et champ magnétique extracorporel. Et c'est ce que l'on appelle le nanotéragnostic, c'est-à-dire ces nanoparticules multifonctionnelles qu'on peut faire grâce à de la chimie avancée, où on va avoir à la fois une fonctionnalité thérapeutique, on va, vous le voyez, réduire, inhiber la multiplication des cellules tumorales, et également diagnostique, puisqu'on va pouvoir suivre l'évolution, la diminution de la masse tumorale.
Votre domaine de recherche sont les nanomédicaments. Oui. Donc dites-moi si je me trompe, nanomédicaments, donc on a un principe actif, qui est une molécule qui va aller lutter combattre le virus et qui va être transportée. Enfin, le virus ou la tumeur, la maladie, ou voilà. la pathologie dont il s'agit. Voilà, hein. et qui va être transporté par un vecteur, donc votre terme scientifique, donc par un véhicule en fait, Oui. qui va cibler directement la zone en question. C'est Oui. bien cela. Oui. Alors, comment est-ce qu'on arrive à développer des nanotechnologies médicales? Bah, écoutez, comment on arrive à développer, je pourrais vous raconter l'histoire, la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette Tout aventure-là. à fait. Eh bien, c'est une histoire intéressante parce que ça vous montre aussi l'importance de la pluridisciplinarité dans le domaine de la nanomédecine et du nanomédicament. En fait, vous l'avez dit, je suis pharmacien et je faisais une thèse à l'Université catholique de Louvain sur les comprimés, donc un sujet qui était quand même extrêmement différent. Et le laboratoire qui était à côté de mon laboratoire, c'était celui du professeur Deduve, qui était le dernier prix Nobel dans les années 70. Et j'avais l'habitude d'aller déjeuner avec les chercheurs de cette équipe qui était très reconnue, alors que nous étions un tout petit laboratoire. Et ses collègues avaient l'habitude de me dire « Mais enfin, Patrick, toi qui es pharmacien, pourquoi est-ce que tu t'occupes des comprimés? Tout le monde sait ce que c'est qu'un comprimé. Tu devrais faire des mini-comprimés pour faire rentrer les molécules thérapeutiques dans les cellules. Parce que nous, il y a des tas de molécules qu'on ne sait pas faire rentrer dans les cellules. » Et j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. Et quand j'ai eu terminé ma thèse, mon patron m'a dit « Ce serait bien que tu partes à l'étranger, etc. » J'ai dit « Oui, moi je suis partant. Mais je ne voudrais plus travailler sur les comprimés. Je voudrais vraiment développer cette idée qu'on puisse utiliser des formes galéniques, des microparticules, on disait à l'époque, pour faire pénétrer des molécules à l'intérieur des cellules. Et la chance que j'ai eue, c'est d'assister à un congrès. Vous voyez, les chercheurs, on ne le sait pas, mais ils ne sont pas uniquement dans leur laboratoire. Et il y avait un professeur suisse, Peter Speiser, qui, à l'école polytechnique de Zurich, développait des nanoparticules, mais figurez-vous à l'époque, pas pour faire de la vectorisation des médicaments, mais pour faire de la vaccination, pour libérer des antigènes. On en reparlera peut-être tout à l'heure, après administration. Et donc, j'ai été le voir après sa conférence et je lui ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien venir dans votre laboratoire, utiliser vos nanocapsules, y mettre des médicaments anticancéreux, et puis je reviendrai à Louvain dans le laboratoire du professeur Deduve pour voir si on peut faire rentrer ces molécules dans les cellules. Et il m'a dit, écoute, pas de problème, fantastique, tu viens pendant 1 an ou 1 an et demi à Zurich pour faire ça. Donc, je suis parti à Zurich. Mais il faut savoir que pour préparer ces nanocapsules de l'époque, on est dans les années 75 à peu près, il fallait faire de l'irradiation gamma, tout simplement pour former la membrane polymère autour du médicament. Et l'irradiation gamma détruisait absolument toutes ces molécules thérapeutiques. Et donc, après 6 mois, je peux vous dire, je n'étais strictement nulle part. Il n'y avait rien qui marchait. Et donc, j'ai été voir dans un bouquin quelles étaient les molécules qui éventuellement pouvaient résister à cette irradiation gamma. Et j'ai trouvé la fluorescéine. Et la fluorescéine est une molécule très intéressante pour 2 raisons. 1, elle ne rentre pas dans les cellules. Donc on pouvait voir si on peut la faire rentrer. Et 2, elle résiste à l'irradiation gamma. Et donc je suis parvenu à encapsuler la fluorescéine dans ces nanoparticules. Je suis retourné à l'université de Louvain. J'ai utilisé d'ailleurs mes propres cellules fibroblastiques que j'ai mis en culture. J'ai incubé de la fluorescéine libre, sans nanocapsules. Et si on regarde les cellules, tout est noir, on ne voit rien. Et puis quand on incubait les nanocapsules avec la même quantité de fluorescéine en présence de ces cellules, les cellules s'illuminaient. Et on a donc démontré, là on a publié le premier papier qui montrait qu'en effet, des nanocapsules pouvaient être utilisées pour faire rentrer, alors à l'époque, pas encore un médicament, mais pour faire rentrer une molécule qui normalement ne rentre pas dans la cellule, pour la faire pénétrer dans la cellule. Oui. On peut le voir aussi en imagerie, tout ça, ça a beaucoup évolué. Alors oui, tout ça a énormément évolué, mais il faut savoir qu'à l'époque, ces nanocapsules en question, elles n'étaient pas biodégradables. Je vous le disais, c'est du nylon. Donc, il y avait absolument, et c'est pour vous dire comment la recherche fondamentale, sans qu'on le sache vraiment, peut ensuite aboutir à de la thérapeutique. À l'époque, ces nanocapsules, il n'était pas question de les administrer par voie intraveineuse, elles n'étaient pas biodégradables. Donc il a fallu dans une deuxième étape, et ça c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé comme professeur à Châtenay-Malabry, développer des nanoparticules biodégradables.
et on a utilisé une colle chirurgicale pour faire l'encapsulation là, de toute une série de molécules médicamenteuses parce qu'on n'avait plus besoin d'irradiation gamma et on avait des particules qu'on pouvait administrer à l'organisme. Alors, l'étape suivante, c'est de faire de l'imagerie, effectivement, pour voir où vont finalement ces nanomédicaments après injection intraveineuse dans l'organisme. Parce que si vous voulez cibler une tumeur, il est évident que vous devez démontrer que vos nanoparticules avec votre anticancéreux vont aller au niveau des cellules tumorales ou dans tous les cas du tissu tumoral de la tumeur et le moins possible au niveau des autres organes, puisque, comme c'était d'ailleurs expliqué dans le film, vous savez que la plupart des médicaments anticancéreux sont quand même extrêmement toxiques, et qu'il y a un intérêt à les vectoriser précisément au niveau de la cible thérapeutique, au niveau de la tumeur. Bien sûr, pour éviter justement d'abîmer les autres cellules autour, comme on le voit sur les traitements, les chimiothérapies, etc. Enfin, tout ce que l'on peut utiliser comme médicament, c'est vrai que ça dégrade aussi les cellules saines, pour le coup. Absolument, donc, et surtout, il faut savoir, ça limite la dose. Parce que si vous avez un seuil de toxicité, vous devez être en dessous de cette concentration toxique. Donc, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qu'on appelle la dose maximale tolérée en clinique. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, vous êtes limité dans les doses que vous allez administrer aux patients. Et donc, vous êtes parfois, malheureusement, limité dans l'efficacité thérapeutique. Voyez. Oui. Alors, donc, du coup, avec aujourd'hui, plus de résultats et de meilleurs résultats, puisque les gens, on peut leur administrer d'une certaine manière plus de doses, puisqu'il y aura moins de conséquences. Exactement. On va pouvoir administrer, je parle des anticancéreux, là, des quantités, des concentrations beaucoup plus importantes qu'on ne pouvait le faire dans le temps. Mais il y a d'autres applications dans le domaine des neurosciences, etc. Je crois que vous aurez une question sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, je vous pose la question à tous les deux, mais du coup, on travaille, encore une fois, sur le milliardième de mètre. Donc, quels outils vous utilisez? Comment on fait ces manipulations-là, Alors, pas tout à fait, là je vais vous dire, parce que bon, les physiciens ne parlent pas de la même manière que les pharmacologues. Parce que lui, à juste titre, il a parlé du nanomètre en disant, voilà, c'est la distance entre 3 ou 4 atomes ou 5 atomes. OK. Mais nous, nos nanoparticules, elles font 100 nanomètres, 200 nanomètres. Donc 100 nanomètres, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quand même très petit, c'est 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Mais c'est quand même beaucoup plus qu'un nanomètre ou que 2 nanomètres. C'est généralement entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. Et pourquoi est-ce que cette taille est importante? Parce que dans la définition des nanotechnologies, à mon sens, il y a une définition, effectivement, je suis d'accord, de taille, mais il y a aussi une définition de propriété. Quand on passe d'une structure grossière, qu'on la divise et qu'on arrive à des nanotechnologies, on change les propriétés. Et en particulier dans le domaine médical, moi quand j'étais étudiant, mon professeur de pathologie ou de galénique nous disait il est évident qu'on ne peut pas administrer des particules par voie intraveineuse, parce que sinon vous allez emboliser le patient. Mais maintenant qu'on a des nanoparticules qui sont beaucoup plus petites, 70 fois, je vous le disais, qu'un globule rouge, eh bien vous voyez que moi j'enseigne l'inverse aux étudiants, à savoir qu'on peut utiliser des particules pour vectoriser, pour changer la pharmacocinétique, la distribution d'un médicament. Ça, on peut le faire que si les particules ne s'agrègent pas entre elles. En fait, il peut y avoir des situations où, selon les charges de surface électrostatiques, les nanoparticules vont spontanément se mettre loin les unes des autres, donc elles vont conserver leurs propriétés. Et puis, il y a des cas de figure où, en fait, en changeant le pH du milieu, en fait, elles vont s'agglomérer. Alors, si elles s'agglomèrent, là, elles ne font plus quelques centaines de nanomètres, mais elles peuvent faire de l'ordre du micron. Et à ce moment-là, ça peut être, je pense, mortel pour le patient d'avoir ce type de particules. Donc on crée autant de nanotechnologies qu'on peut avoir de problématiques pour cibler correctement finalement ce que l'on cherche à lutter. Oui, mais c'est quand même un peu plus compliqué parce que derrière, vous avez tout le développement pharmaceutique. Et vous savez que mettre un médicament sur le marché, c'est pas aussi simple que d'avoir l'idée d'un chercheur à la paillasse qui a l'idée de faire un truc fantastique. Après, ça doit pouvoir être développé parce qu'il faut le faire en quantité importante. Donc, c'est ce qu'on appelle la transposition d'échelle. Il faut que les matériaux utilisés ne soient pas toxiques. Et puis, il y a tout l'aspect du développement pharmaceutique de ces outils. Ça doit être reproductible. Il doit y avoir des analyses bien précises pour être sûr que le nanomédicament qui va sortir de l'industrie pharmaceutique aura toujours la même taille comme
la même charge de surface, les mêmes caractéristiques morphologiques, etc. Donc, ce n'est pas aussi si facile que cela à développer, mais enfin, il faut partir quand même d'une recherche fondamentale à la paillasse avant d'arriver à des nanomédicaments sur le marché. Oui. Et il y en a quand même maintenant pas loin d'une cinquantaine. Hein, Oui, donc, oui. Alors, si on parle d'un sujet plus d'actualité, on va dire, en quoi est-ce que, par exemple, les nanotechnologies aujourd'hui pourraient aider à lutter contre la Covid-19 ? Alors, ça, c'est une question extrêmement intéressante. Vous savez qu'on a maintenant les vaccins dits Moderna et BioNTech, Oui. Pfizer. Oui. Je dis BioNTech parce que j'insiste là-dessus. C'est une start-up qui a développé Oui, cette tout à fait. technologie. Tout à fait. Alors, il se fait que Moderna, je connais un peu cette société. C'est une société qui avait développé des nanoparticules pour encapsuler de l'ARN, mais avec des applications dans le domaine du cancer, Oui. pour faire de la vaccination du cancer, si vous voulez, pour qu'on produise finalement une réaction immunitaire contre les cellules cancéreuses et qu'on guérisse ainsi le patient. Bon, il y a eu pas mal de publications là-dessus, et puis est arrivé le Covid, et ces chercheurs se sont dit, on a les nanocapsules lipidiques, ce sont des nanocapsules lipidiques, on sait ce qu'est un ARN, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas dans ces nanocapsules l'ARN messager qui correspond à la protéine S, le spicule, le spike du virus de la maladie, de l'infection à Covid-19. Et donc, c'est un pari technologique extrêmement fantastique parce que c'est la première fois qu'on vaccine avec des ARN, d'une part. Il n'y avait pas de vaccin humain qui existait avant le Covid concernant la vaccination en clinique, Oui, j'entends, oui, oui. et sur le marché. Et puis, c'est quand même la première fois qu'on a utilisé aussi des nanotechnologies pour faire de la vaccination. Donc, c'est une double révolution scientifique, à la fois étant donné que l'on utilise un ARN, et puis aussi parce que celui-ci est encapsulé dans des nanocapsules. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nanotechnologie ? Si on injectait directement l'ARN messager, Oui. il n'y aurait absolument aucune possibilité de vacciner. Pourquoi ? Parce que dès que vous injectez un ARN messager, il est immédiatement détruit par les nucléases de l'organisme. Donc, et en plus, l'ARN messager est une molécule très longue, qui est chargée négativement, encore une fois de la physique. Les membranes cellulaires sont chargées négativement, donc ces molécules-là, ces ARN, ne rentrent pas dans les cellules. Mais par contre, si on encapsule ces ARN messagers dans des nanocapsules, elles vont masquer l'ARN messager, elles vont le protéger et elles vont permettre la pénétration intracellulaire dont je vous parlais au début de l'émission à l'intérieur des cellules et notamment des cellules immunocompétentes. Et la technologie BioNTech Pfizer, c'est un frère jumeau, hein, pratiquement la même que celle de Moderna. Il y a juste des bases de l'ARN messager qui changent. Oui. Mais donc, c'est pour vous dire que c'est quand même une avancée qui, à mon sens, est extrêmement intéressante, fantastique. Et je voudrais insister pour dire, contrairement à ce qu'on entend sur les plateaux de télévision diverses et variés, que l'ARN messager ne peut pas rentrer dans le génome humain qui se trouve dans le noyau cellulaire. Oui. C'est absolument impossible. Alors finalement, on pourrait, Bernard Barthenlian, imaginer d'autres moyens de lutter contre la Covid, par exemple peut-être en utilisant des nanomatériaux qui créeraient des désinfectants ou bien par exemple des blouses qui s'auto-nettoieraient. Quand vous me dites ça, je pense à l'argent à l'état nanoparticulaire. Puisqu'en fait c'est un bactéricide, donc quand on fait de l'argent donc sur des dimensions de l'ordre de la dizaine de nanomètres, il tue les bactéries. Donc le virus ce n'est pas une bactérie, mais on pourrait imaginer que des surfaces qui sont sur lesquelles il y a des nanoparticules d'argent pourraient avoir cet effet protecteur. Et à l'heure actuelle, donc le nano-argent est utilisé pour tapisser l'intérieur des réfrigérateurs, par exemple, certains réfrigérateurs, pas tous, également les claviers des ordinateurs publics, parce que comme ça permet, lorsque l'on vient déposer ces bactéries et puis que quelqu'un d'autre vient derrière, de ne pas les transmettre. Alors ça, ce
ce serait une piste. On se dit qu'on pourrait très bien commencer en sachant que ça date déjà des années 70, qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place. Aujourd'hui, il y a la bioinformatique qui nous aide, il y a quand même pas mal de choses. Est-ce qu'on pourrait rapidement arriver à quelque chose? Il nous manque quoi? Il nous manque des chercheurs, des biotechniciens? Une des difficultés, si on fait le parallèle avec justement la pharmacologie, c'est l'industrialisation de tout ça. Parce que quand on fabrique quelque chose à l'état unitaire, c'est pas la même difficulté que de se dire on va fabriquer 1 million de fois cette même chose. Et donc il y a des aspects de recherche à mener qui prennent en compte cette contrainte. Et c'est ça qui se fait en général dans des startups en lien avec des entreprises un petit peu plus conséquentes, plus grosses en fait. Et donc c'est un petit peu cela, je pense, qui est la difficulté actuelle. Ça commence à relever de la politique scientifique, donc je ne sais pas s'il faut aller aborder cet aspect-là. Si, moi, là, je peux intervenir, j'ai créé 3 startups. Hein. Oui, tout à fait, on allait y venir d'ailleurs, mais effectivement. C'est un sujet que je connais pas mal. D'abord, première chose, faire des collaborations internationales, etc., très bien, mais il faut savoir que les startups sont créées généralement sur des brevets. Oui. Donc, elles n'ont pas intérêt au début de leur création de faire savoir à tout le monde quel est le contenu du brevet, etc. Donc, il faut savoir qu'il y a la propriété industrielle, c'est la seule valeur économique de la start-up au début. Elle n'a pas de produit. Elle a juste un brevet qui dit si le produit peut être développé, je serai le seul à pouvoir le développer. Il faut aller très très vite finalement sur des problématiques comme la Covid-19. Là, pour la Covid, c'est un petit peu différent parce que il faut savoir que les laboratoires qui ont développé les vaccins, ils ont investi beaucoup d'argent, bien entendu, eux-mêmes, sans savoir si leur vaccin allait être efficace. Et ils commençaient déjà à produire avant même de savoir que leur vaccin serait accepté sur le marché et sans savoir si le vaccin serait efficace. Donc, ils ont demandé aux États de partager le risque et également de mettre de l'argent sur la table pour leur permettre de développer tout ça. Et c'est ça qui a permis d'aller vite. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a été vite qu'on a court-circuiter certaines étapes. Pas vraiment. Oui, c'est important de savoir C'est important de préciser ça. C'est surtout parce qu'il y a des moyens considérables qui ont été mis par les laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, par des capitaux risqueurs privés qui soutiennent ces laboratoires, mais aussi par les États, et en particulier les États-Unis. Hein. Oui, tout à fait. Alors Bernard Barthollian, je reviens sur les atomes. Est-ce qu'on peut finalement faire tout ce qu'on veut avec les atomes ? Globalement, on pourrait. En fait, en théorie, on pourrait dire presque oui. En fait, c'est-à-dire que simplement, il faut déjà que les atomes ils aient des affinités entre eux. C'est vrai qu'à partir du moment où on met des atomes qui ont des affinités entre eux et puis que finalement ils forment des molécules, on peut imaginer que en ayant un outil qui permettrait de mettre ces atomes les uns à côté des autres, on arriverait à avoir la forme que l'on souhaite. En fait, pour faire une feuille de papier, il faudrait l'âge de l'univers, c'est-à-dire 13 milliards d'années. Oui. Autrement dit, on devient un petit peu plus modeste sur la question et en fait, il faut développer d'autres stratégies qui sont des stratégies d'auto-organisation. C'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec le vivant, puisque grosso modo, pour fabriquer un être humain, il faut une vingtaine d'années. C'est de l'auto-organisation. Ça prend 20 ans. Il faut comprendre les processus d'auto-organisation des atomes entre eux pour donner à la fin quelque chose. Et ça, c'est donc une physique qui est assez intéressante et complexe à la fois. Quel est finalement le domaine qui a le plus bénéficié des nanotechnologies aujourd'hui ? Je pense que pour moi, comme ça, je dirais c'est quand même le domaine de l'électronique, enfin de l'informatique, donc qui s'est décliné après par d'autres objets comme nos smartphones, on peut dire ça, mais en même temps, la chimie faisait des nanotechnologies bien avant que le mot nanotechnologie n'existe. Donc on peut aussi penser que tous les produits qui sont issus de l'industrie chimique ont pu bénéficier d'une certaine manière des nanotechnologies depuis au moins une cinquantaine d'années déjà. Je crois que ce qui est important, c'est quand même de
de se dire que nanotechnologie, c'est finalement un terme qui permet de mettre un petit peu tout le monde d'accord autour de l'intérêt de savoir façonner la matière à cette échelle-là. En France, on est quand même très dans nos disciplines. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, un physicien reste physicien. C'est très partimenté. Je pense que c'est assez historique tout ça. Mais du fait que finalement, un travail dans le domaine de la nanotechnologie, c'est en fait atteindre un objectif, un projet qu'on s'est fixé, c'est ça qui force finalement les chercheurs des disciplines différentes à s'écouter, se comprendre, échanger et puis arriver finalement in fine au bout du projet qui s'étaient tous fixés. Alors en fait, c'est cette unité de mesure qui rapproche un peu tout le monde, mais au final, est-ce qu'il y a une limite à cette miniaturisation physique, j'entends ? La limite, c'est la taille de l'atome. C'est-à-dire qu'on peut imaginer difficilement faire quelque chose de plus petit qu'un atome, parce qu'après, on rentre dans un domaine qui est le domaine du nucléaire, des particules élémentaires. Oui, parce qu'on ne peut pas imaginer que ça serait tellement miniaturisé que finalement, cette matière passerait à travers la matière, et on aurait une espèce de passe-muraille comme ça, et de la même manière que ça pourrait être très dangereux en domaine médical, en imaginant qu'on ait un médicament qui soit tellement petit qu'il pourrait traverser la matière, peut-être, je ne sais pas, modifier l'ADN ou des choses comme ça. Il faut bien se dire que quand on encapsule des molécules dans des nanotechnologies, la molécule est infiniment petite par rapport à la nanotechnologie. Hein. Parce que les gens disent, oui, la nanotechnologie c'est dangereux parce que c'est petit. Mais les molécules médicaments qu'on reçoit sont beaucoup plus petites que la nanotechnologie. Le tout est de voir après la biodistribution, la pharmacocinétique, la toxicité, rien n'est impossible. Bernard Bertanlion, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des inconvénients de cette nanotechnologie ? Quand on se projette dans le futur et puis qu'on essaie de voir quel va être l'impact sociétal de ces nanotechnologies, c'est là qu'on y voit des inconvénients et qui sont en général en fait de deux ordres, toxicologique d'une part et puis social, éthique d'autre part. À l'heure actuelle, on ne sait pas très bien si lorsqu'on respire les nanotubes de carbone, ça franchit la barrière hémato-encéphalique. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, peut-être qu'on a des nanotubes de carbone sans le savoir dans notre cerveau. On est capable de fabriquer des raquettes maintenant, des clubs de golf, à base de ces nanotubes. Lorsqu'on jette notre raquette, ça se retrouve dans une déchetterie, c'est brûlé. Donc, tout ce qui est plastique, tout ça disparaît en fumée. Donc, ça va où, tout ça si on n'y fait pas attention, en fait, on va relarguer tout ça dans l'atmosphère et puis petit à petit, la densité de ces nanotubes va augmenter et on sera amené à les respirer. Et puis, il y a ça, il y a des recherches qui sont faites, mais à mon avis, il n'y a pas suffisamment d'argent d'investi là-dedans. J'ai parlé de l'aspect éthique social. Ça, c'est notamment, pour moi, c'est tout ce qui touche un peu à la transmission des données, la nanoélectronique. J'ai parlé tout à l'heure du stockage de l'information. On sait que maintenant, on est capable de stocker une quantité faramineuse d'informations dans des data centers. Donc, lorsque vous regardez une page Internet et que vous faites un clic de souris, le clic il peut être enregistré. Pourquoi ? Parce que la nanotechnologie le permet. Bien sûr. C'est-à-dire que si elle n'existait pas, s'il n'y avait pas eu de recherche de fait dans ce domaine-là, on ne pourrait pas faire ça. Il n'y aurait pas les matériaux qui permettent d'aller enregistrer le petit clic de souris que vous avez fait, qui va quelque part révéler votre centre d'intérêt éventuellement pour certaines choses. Bien sûr, et tout le monde ne le sait pas. Et tout le monde ne le sait pas. Ne le sait pas, bien entendu. Et c'est pour ça que c'est souvent quand on va sur des sites et puis qu'on s'est intéressé à un truc, après on a des petites publicités qui apparaissent autour, on se demande pourquoi. Et donc si on couple ça à l'intelligence artificielle, qui est un autre domaine, mais qui aussi peut exister grâce aux nanotechnologies, eh bien peut-être qu'un jour il y aura quand même des systèmes qui nous connaîtront bien plus que nous connaissons nous-mêmes. Je suis intimement convaincu que si on n'a plus ce sentiment de liberté un peu, en fait ça va altérer notre capacité à imaginer des choses nouvelles et donc quelque part c'est pas bon pour la recherche. Je voudrais revenir au problème toxicologique pour dire quand même que dans le domaine de la médecine et dans le domaine des médicaments,
on a des toxicologues dont c'est le métier d'étudier la toxicité des nanomédicaments. Moi, je disais qu'on n'en a pas assez, hein, c'est ça que je voulais dire. Des hein, nanoparticules, fois, oui, mais dans c'était l'industrie pas clair, pharmaceutique, dans le domaine médical, on en a beaucoup, parce qu'il faut savoir quand même que le dossier d'autorisation de mise sur le marché, qui est absolument obligatoire, est tellement encadré sur le plan toxicologique que si vous avez la moindre toxicité, ça passe pas. Ça ne passe pas. Avec le recul que l'on a, eh bien, on voit bien que dans le domaine des médicaments, je suis désolé de le dire, on ne voit pas de toxicité spécifique due à la forme pharmaceutique. Ça me paraît d'une certaine manière une évidence, parce que finalement, une industrie pharmaceutique qui fabriquait quelque chose qui tue, en fait, elle ne pourrait plus commercialiser quoi que ce soit. Par contre, une entreprise, elle peut fabriquer des produits qui, sur le moment, ne sont pas nocifs, mais qui peuvent s'avérer nocifs plus tard. Il faut faire comme avec les médicaments, c'est-à-dire voir l'équilibre bénéfice-risque. Il faut que le bénéfice soit très supérieur au risque. Si le risque est raisonnable et qu'on a un gros bénéfice, on peut y aller. Bon. On peut prendre comme exemple le nano-argent, donc dans tout ce qui est pansement, etc., ça paraît intéressant, mais par contre, des chaussettes à base de nano-argent pour éviter les mauvaises odeurs, tout à fait. Là, on peut, là, on peut se dire que ça serait mieux qu'il n'en existe pas. Et puis alors, il y a quand même un autre aspect aussi qu'il faut rappeler pour le téléspectateur, c'est que dans le domaine du médicament, puisqu'on injecte ces nanoparticules, elles sont biodégradables. Oui. C'est-à-dire, parce que tu as très bien, Bernard, évoqué la question de la pollution de l'environnement, etc. Mais encore une fois, les nanomédicaments qu'on va utiliser en médecine, ils vont être métabolisés dans l'organisme. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être excrétés sous forme de nanoparticules. Bernard Barthendian, vous avez présidé une école de nanotechnologie en France. Oui. Est-ce que justement vous parlez de ça avec les étudiants? Est-ce que vous avez parlé de ce genre de choses? Oui, en fait, ça c'est... alors, en fait, lorsque c'est mis en place en Île-de-France essentiellement, puis après au niveau national en 2007, ce que l'on appelait le CNano Île-de-France, et puis ensuite, il y a le CNano Grand Est en fait, pour les régions, CNano PACA pour Marseille. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une école qui permette justement d'apporter des enseignements qui soient utiles en fait, à nos jeunes doctorants, pour connaître un peu tout ça, justement. Pour connaître tout ça. Et pourquoi? Parce que, donc, comme on l'a vu, les nanotechnologies, c'est plein de domaines différents. Et donc, quand on commence à faire un travail dans un domaine nanotechnologique, en général, on est très pointu et on a presque des œillères. C'est difficile d'aller comprendre ce que... Pour un physicien, ce que le nanobiologiste fait, et pourtant tout ça c'est de la nanotechnologie. Donc à travers des sessions postères, là les jeunes pouvaient échanger ce qu'ils faisaient avec d'autres jeunes chercheurs dans le domaine des nanotechnologies. Et aussi, notamment, il y avait des jurys. On faisait des ateliers autour d'un problème sociétal. Oui, ce qui permet de se poser les questions, qui permet de se poser justement éthiques, par exemple, des questions éthiques sur le travail que l'on fait. Patrick Couvreur, ce sera ma dernière question. Vous êtes professeur à l'université de Paris-Saclay, là où il y a le C2N, donc le Centre de nanosciences et nanotechnologie. Donc justement, est-ce qu'on parle un petit peu de tout cet environnement qui tourne autour de cette problématique qu'on vient d'évoquer avec certainement des nanotechnologies, oui. De l'aspect médical, je vais vous répondre franchement, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait, Bernard le sait, il y avait un projet qui s'appelait NanoInnov et qui avait pour objectif, qui avait été porté par Valérie Pécresse à l'époque, sur le site donc de Paris-Saclay, sur le site de C2N maintenant, mais à l'époque, il y avait NanoInnov aussi, qui est le CEA, qui est un autre aspect. L'idée, c'était de mettre dans cet environnement-là tous les gens qui faisaient des nanosciences et des nanotechnologies, à la fois les physiciens, les chimistes, les biologistes, etc. Et moi, j'avais été très sollicité à l'époque pour m'occuper de la partie bio. Tu t'en rappelles bien. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons qu'on s'est connus et que les choses ne se sont pas faites. Et donc, je suis toujours à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Et là, nous avons des masters, justement, qui parlent spécifiquement du problème des nanomédicaments et de la nanomédecine d'une manière générale, c'est-à-dire pas uniquement le médicament. Et ça peut d'ailleurs avoir une utilité très importante dans la reconstruction tissulaire et voire même dans la transplantation. Donc nous avons une école doctorale médicaments à Châtenay-Malabry, que j'ai créée d'ailleurs, et avec une partie qui est vraiment
ce qu'on appelle le pôle galénique, formulation des médicaments, dans lequel les nanotechnologies occupent une place extrêmement importante. Patrick Couvreur, merci de nous avoir fait entrer dans le monde des nanosciences. Bernard Bartanlian, merci de nous avoir apporté un regard clair sur les nanotechnologies. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que la médiathèque de Meudon vous propose des ouvrages sur les nanotechnologies. Ils vous permettront de bien comprendre les bases de cette nouvelle science, comme ce livre sur la nanorévolution, ou bien encore ce coffret de 4 DVD sur le nanomonde. En tout, 4 heures de programme sur le sujet. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux regards sur le numérique.